Précédemment, dans le vlog de Bam. C'est un dragon. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais des grandes choses, hein. Je pourrais aider des populations, sauver des villages, nourrir des peuples. Je crois même que je peux aller encore plus loin. Politique, le dictateur de la République démocratique de Corée du Nord, Kim Jong-un, vient de succomber à ses blessures suite à une collision avec un dragon. Son premier ministre aurait déclaré, je cite, « Pourquoi ? J'ai finalement rendu le dragon à sa mère. Maintenant, il me faut rentrer à pied chez moi. Et c'est pas la porte à côté. Et sur le chemin, il arrive parfois qu'on fasse de très mauvaises rencontres. Comme par exemple eux. T'as renommé de précède, dragonnier. Si tu veux traverser la rivière, il te faudra épouser ma fille. Je vais à la rivière. Plutôt mourir que Pluton Mickey. Contraint de se marier, il va devoir commettre l'irréparable. Ouais, mais non, là c'est pas réparable, hein. Il va constamment devoir prouver sa valeur aux yeux des autres. Kim Jong-un vient de succomber à ses blessures suite à une collision... Ah, tu vois des fois que je fais des trucs bien. Même en attendant, ma palissade, hein, elle est toujours pas réparée. Ayant finalement réussi à m'échapper, je retrouve enfin le chemin de ma maison. Mais après des mois de voyage, je constate l'étendue des dégâts. Sorti en 2013 et suite directe d'un premier film sorti en 2011, tous deux réalisés par Robert Rodriguez, réalisateur de El Mariachi, Desperado 2, Une nuit en enfer, Sin City, La Belle Terreur et Spy Kid. Machete Kills raconte l'histoire d'un ancien fédéral mexicain qui se voit confier la mission de stopper un dangereux terroriste révolutionnaire qui menace de tout faire péter la Maison Blanche avec un missile nucléaire. Adepte de l'expression partir avec sa bite et son couteau, notre héros éponyme partira donc à l'attaque de ce terroriste mexicain avec pour seule compagne sa machette et ça... Avant, j'étais fan de Machete. Et ça, hombre, c'était avant. Quand je parle d'avant, je parle pas du premier film, mais d'encore avant. Au moment de la sortie de Grindhouse, à l'époque où Machete, c'était ça. They just fucked with the wrong Mexican. Action. Machete. En 2007, tout le monde découvre Machete sous la forme d'une bande-annonce diffusée entre Planète Terreur et Boulevard de la Mort, respectivement deux films de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. Et tout le monde est devenu dingue de Machete. Si bien que ce qui devait être un petit intermède sans prétention servant d'accompagnement au diptyque de film, a fini par complètement éclipser tout ce qu'il y avait autour. Franchement, qui se rappelle de Boulevard de la Mort? Ou en tout cas, qui peut affirmer l'avoir apprécié autant que n'importe quel autre Tarantino? Les fans de la bande-annonce d'origine sont devenus tellement nombreux et influents que ce qui était censé n'être qu'une blague, parce que je le rappelle, mais Machete était une blague, est devenu finalement, sous la pression des aficionados, un film à part entière. Et les blagues, c'est pas comme les machettes, plus elles sont courtes, meilleures elles sont. Vous voyez peut-être déjà où je veux en venir, en tout cas on en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on commence par ce qui nous intéresse. Alors c'est parti, Machete Kills débute tout naturellement par... la bande-annonce de Machete Kills Again in Space? Ok, je vous jure, le deuxième film commence direct par une bande-annonce du troisième film. Je suis pas bien persuadé d'avoir compris la démarche. En règle générale, on tisse pas la suite d'un film qu'on n'a pas encore vu. Il faut d'abord que le spectateur accroche au film qu'il est venu voir, et éventuellement à la fin, tu lui sers un bon cliffhanger bien frustrant. Et là seulement, tu balances tes images inédites de la suite pour la pâter. De la même façon que Retour vers le futur 2 se termine par une bande-annonce de Le secret de Brokeback Mountain.
On découvre donc dans cet étrange spoiler que Machete, suite aux événements qu'on n'a pas encore vus, partira dans l'espace affronter... Un truc genre intergalactique. Et en fait, c'est plutôt réussi. Exploiter une licence de façon abusive en y foutant des bidules extraterrestres, ça évoque bien le genre nanardesque auquel le film fait référence. Et après tout, même en France, on a eu droit à ce genre de couillonnade d'outre-espace. Le film débute enfin pour de bon. On retrouve Machete, qui apparemment est redevenu un agent fédéral au Mexique, infiltré en plein cœur d'une opération de trafic d'armes entre des soldats américains corrompus et un cartel mexicain. Il est accompagné par sa coéquipière, qui déjà dans le premier film avait été introduite, incarnée par la mignonne petite Jessica Alba. Je suis pas ta mignonne. Et c'est cool qu'ils aient gardé Jessica Alba, parce que ça reste une actrice au capital sympathie toujours très appréciable. En plus, elle campe un bon personnage, avec un background assez sympa, et c'est bien qu'elle ait accepté de reprendre son rôle dans cette suite. Ok, donc je suppose que Jessica Alba commence à devenir un petit peu chère pour jouer dans ce film. Encore que je suis pas persuadé que tous les gens qui jouent dans Machete Kills le fassent pas pour rendre service à un pote. Parce que quand tu vois le budget dérisoire du film, 20 millions de dollars, hein, je sais, ça peut paraître pas mal, hein, surtout pour un film français, mais aux États-Unis c'est 10 fois moins que n'importe quel blockbuster. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peine le prix que demanderait Leonardo DiCaprio pour jouer dans un film. Bonjour monsieur DiCaprio, je suis très heureux de faire votre rencontre. Eh ben écoutez, je suis ravi de vous rencontrer aussi. Voici votre chèque de 20 millions de dollars pour le film. Et normalement, il y a des grandes chances que ce soit un projet à Oscar. Oui, alors qui d'autre joue dans le... Qui est acteur dans le film avec moi? Oui, c'est-à-dire que comme j'avais plus trop de budget, parce que vous êtes assez cher, disons que j'ai pas vraiment eu la possibilité d'avoir qui que ce soit d'autre. Ok, alors en fait vous avez vraiment rien du tout. Qu'est-ce que je suis venu foutre là-dedans? Bref, Jessica Alba est tuée par un mystérieux lutteur mexicain qui disparaît, et Machete est condamné à mort par le shérif du coin qui l'accuse d'en être responsable. Il est gracié de justesse par un coup de fil du président des États-Unis qui souhaite le rencontrer pour lui confier une ultime mission. Président des États-Unis qui est entre autres incarné par Charlie Sheen. Carlos Estevez. Je suis président des États-Unis, mec. Mais non, ça c'est Charlie Sheen. Carlos Estevez. Hein? Carlos Estevez. Oui, c'est parce que il a pris un pseudo pour pas faire apparaître son vrai nom, parce que par rapport à son actualité récente, l'abus d'alcool, la drogue, tous ces débordements qui ont fait qu'il a été viré de sa propre série, mon oncle Charlie. D'accord. Hein? La mission consiste à assassiner le révolutionnaire Marcos Mendes, celui-ci menaçant Washington avec un missile nucléaire. Machete accepte la mission avec pour motivation d'obtenir la nationalité américaine. Alors que c'était pas vraiment un enjeu dans le premier. T'as rien besoin de signer, ni de lever la main droite et toutes ces conneries. Alors il se rend d'abord au Texas, auprès de son contact, un agent spécial infiltré en tant que Miss San Antonio, qui est là pour une scène de cul, parce qu'elle lui donne des gadgets. Une scène de cul. Et sinon après il baise. Visée laser, grippe micropolymère, cadence de tir améliorée. Assez rapide pour buter un lapin en trottinette. Alors bien sûr, on croise pas tous les jours un lapin en trottinette. Hein? Cette jolie traînée s'appelle Cereza. Elle te mènera à Mendes. Machete passe la frontière et part à la recherche de la nana de High School Musical qui joue une prostituée. Comme absolument toutes les anciennes égéries Disney. Il la trouve logiquement dans une maison de passe qui est tenue par la propre mère de cette dernière et qui est interprétée par Sofia Vergara Unleashed. Putain, cette meuf, c'est sans doute le meilleur élément du film. Elle est sérieux, elle est toujours à fond. Et punaise, ça se lit sur son visage qu'elle surkiffe faire tout ce qu'elle fait. Je sens que j'ai les tétons qui pointent. Bref, pour une raison qui m'échappe un petit peu, Machete n'est pas très bien reçu et s'échappe de justesse avec la fille afin qu'elle le conduise à la base secrète de Mendes. Ils ont une petite discussion d'approfondissement de personnalité. C'est pour nous qu'il lutte. Jure-moi de le laisser en vie et de l'aider, si tu sais ce qu'aimer veut dire. Et vous savez, finalement, on a beau dire tout ce qu'on veut sur les gens qui sortent de l'usine Disney, mais il y en a qui s'en sortent pas si mal quand même. C'est vrai, vous prenez, je sais pas, Zac Efron par exemple, c'est... Voilà, j'ai rien contre Zac Efron, il a quand même fait des choix de carrière un petit peu plus inattendus et plus osés, qui changent de ces personnages un peu lisses qu'il avait dans High School Musical, et c'est pareil pour Vanessa Hudgens. C'est vrai qu'elle campe un personnage avec un certain capital sympathie, je dirais. L'hélicoptère arrive finalement au repère en 2 dimensions de Mendes. Machete rencontre alors enfin sa cible, qui lui explique que si jamais il venait à mourir, le missile nucléaire serait envoyé automatiquement sur Washington, le détonateur étant directement relié à son organe vital. Tu as le détonateur juste à côté du cœur.
Oui, je sais, c'est un peu téléphoné. Machete capture Mendes et s'échappe avec lui dans le but de retrouver la seule personne qui pourra désamorcer la bombe, le patron de Vostek, qui est joué par Mel Gibson, et qui s'appelle Luther Voz. Voilà, donc à la naissance, ses parents savaient qu'il serait méchant. C'est alors qu'une annonce radio est diffusée dans tout le pays proposant $1 million pour la tête de Marcos Mendes. Tout le monde cherche alors à descendre le terroriste pour toucher la prime, obligeant Machete à protéger l'homme qui était au départ sa cible. Et ça donne des scènes vachement sympas, comme celle où il rencontre un ancien collègue fédéral qui du coup entre en conflit avec lui. Et cette scène serait vachement sympa si elle n'était pas gâchée par une espèce de référence consanguine dégueulasse. Oh merde alors! Et on n'est pas dans un Tarantino les mecs! Tarantino c'est mon ami. Ils s'enfuient tous les deux à bord d'un véhicule blindé, et sont alors poursuivis par la mère de Vanessa Hudgens qui veut venger la mort de sa fille, le shérif véreux du début, les hommes de Mendes et un chasseur de primes du nom de El Camaleone. Un personnage tout aussi intéressant qu'il est inutile. Je pense qu'à lui tout seul il représente un des gros problèmes de ce film, donc on va y revenir un peu plus tard. Bref, ils finissent par atteindre la frontière après une course-poursuite un petit peu flemmarde qui se termine quand même par ça. Et profitez-en bien parce que c'est la dernière fois qu'on verra cette belle brochette de volaille. Au passage, on remarque que la gamine qui jouait dans Spy Kid inspire de nouvelles choses aux yeux de Tonton Rodriguez. Et je vous le donne en mille, Mendes, après une courte séquence d'approfondissement de personnalité, très touchante d'ailleurs, qui nous en apprend un petit peu plus sur les raisons de sa folie, augmentant proportionnellement son capital sympathie. Putain, c'est scénarisé par les mecs qui font Game of Thrones ou quoi? Bon, ensuite c'est Machete qui se fait tuer. Non mais c'est bon, allez, c'est la fête, allez, tout le monde meurt, on s'en fout, allez, putain, je me casse. Mais il se fait finalement ressusciter par l'infâme Voz, dans ce que j'imagine être le même liquide régénérant qui confère son éternelle jeunesse à Pharrell Williams. Et aussi Laurent Romeshko. Et par la même occasion, nous montre que le cœur de Mendes bat toujours dans un bocal. L'acteur devait partir, mais son cœur reste avec l'équipe du film. Mais une petite seconde, est-ce que ça implique que le lancement du missile nucléaire, il s'est pas déclenché immédiatement à la mort de Mendes et a sagement attendu que son cœur se réanime? Enfin bon, ça j'ai envie de dire, c'est jamais qu'une incohérence, hein. C'est pas comme si je jugeais un film mauvais parce qu'il contenait un sacré paquet d'incohérences. Voz fait ensuite visiter sa petite entreprise à Machete dans le but de le rallier à sa cause, afin qu'il accepte non seulement de le servir, mais aussi d'être le leader d'une armée de clones à son effigie qui serviront à protéger sa colonie spatiale utopiste du futur, en attendant que tout le monde se pète la gueule sur Terre à coups de guerre atomique. Un plan de méchant comme un autre, hein. Vous me direz c'est toujours plus sensé que dans Man of Steel. Machete refuse et s'enfuit du laboratoire de Voz avec le pistolet à effet numérique dégueulasse. Et il retrouve Michelle Rodriguez, qui dirige le gentil groupe révolutionnaire mexicain qui avait déjà prêté main forte à Machete dans le premier volet, et qui compte dans ses rangs les deux sœurs jumelles cachées de Géraldine Nakache, si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, ainsi qu'une ancienne connaissance. C'est bon, Machete, il est avec nous. Et stop, lui, c'est Tom Savini, et faut que je parle de ce mec. Tom Savini est un génie des effets spéciaux et du maquillage gore, fidèle collaborateur de George Romero, avec qui il a énormément travaillé sur les effets sanguinolents les plus inventifs de son époque. Il est également acteur, et apparaît souvent lors de petits caméos dans les films de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, avec qui il est très ami dans la vraie vie. Et je trouve ça complètement dommage de faire jouer le maître des effets visuels en latex dans un film où toutes les effusions de sang sont gérées par ordinateur. On a beau dire tout ce qu'on veut sur les effets numériques, hein, mais pour moi, ça n'a jamais atteint le charme des effets spéciaux à base de poches de sang bien dissimulées sous une belle couche de prothèse en latex. C'est dégueulasse! Et pas comme j'aimerais. Bref, Tom Savini reprend le rôle d'Osiris qu'il tenait déjà dans le premier Machete et va donc tenter de désamorcer le missile en s'infiltrant avec Michelle, les Géraldine et toute l'équipe lors de la soirée de lancement spatial de la colonie de Voz. Ce genre de truc, hein, c'est trop pour moi. Alors pourquoi t'es venu? Et vous savez, Tom Savini, même si bon, il a pas beaucoup de répliques et bon, ils ont fait un personnage complètement différent de celui du premier, bah c'est quand même un mec qui a un capital sympathie. Dans la bataille, Machete finit par cramer le visage de Voz, qui est contraint de mettre un masque pour dissimuler sa laideur. Oh non, mon précieux visage de Mel Gibson! Et pendant ce temps, Michelle Rodriguez tabasse Miss San Antonio, qui travaillait en réalité pour Voz. Dans ce combat de filles où volent les insultes de maternelle, Michelle Rodriguez dévoile tout son capital sympathie. Mais pas totalement, puisque finalement on peut survivre à une balle dans l'œil. 2 fois. Oui, bah, je suis pas médecin, moi je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais elle parvient finalement à la mettre KO avec un pussy punch. Bon voilà, Voz s'échappe dans l'espace avec sa colonie, Machete désamorce le missile à sa manière et tout le monde est content. Machete enfile une combinaison spatiale, fait un coucou à un mec que personne ne connaît mais tu sais forcément que ça doit être quelqu'un d'important parce que la caméra insiste vachement sur son visage. La navette s'envole et rebande-annonce de Machete Kills Again in Space. Machete kills again in space. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on en a plus rien à foutre. De quoi que ce soit.
Machete Kills est clairement présenté comme un film décomplexé, rien ne doit être pris au sérieux, tout est prétexte à l'humour. Le scénario est absurde, c'est parce que c'est du 36e degré. Les effets spéciaux sont fauchés, les dialogues ringards, les personnages clichés, référence directe au film d'exploitation sans argent des années 70. Et je peux pas donner tort à Robert Rodriguez. C'est cohérent. Mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre une réalisation véritablement bâclée et une volontairement faussement bâclée. Parce que malgré tous les efforts du mec pour remplir une histoire vide à coups d'ultra-violence et d'obscénité, qui au passage selon moi reste toujours trop chaste pour le genre, le film ne décolle jamais au même degré d'extase que pouvait l'offrir la bande-annonce. Et je rappelle que c'est la pression des fans qui, à force de perpétuellement demander à Danny Trejo quand le film serait réalisé, qui a fini par pousser Rodriguez lui-même à mener le projet à terme. Déjà pour moi c'est un mauvais point de départ que le réalisateur lui-même n'ait jamais prévu de développer le personnage au format long. Autant le premier film sentait pas vraiment la bonne volonté, autant celui-là il pue carrément la fainéantise. Ce qui m'a aussi énormément surpris, c'est l'indécision qu'a pu avoir Rodriguez quant à l'esthétique de son film. On est quand même dans la référence au cinéma de genre des années 70, une période où les réalisateurs avaient tellement peu de moyens qu'ils devaient faire preuve d'une ingéniosité débordante pour retranscrire ce qu'ils avaient imaginé à l'écran. Et ça donnait lieu à des aberrations cinématographiques parfois aussi absurdes qu'elles étaient touchantes, et provoquaient un mélange d'hilarité et de compassion. Mais est-ce que déjà vous avez remarqué le plus choquant entre la bande-annonce et le résultat final? Où est passée l'esthétique des années 70? Les rayures, l'image qui saute, le son qui déconne. Tout est tellement propre qu'on n'a pas du tout l'impression de regarder un hommage sincère ou un produit underground, mais plutôt un banal navet contemporain qui aurait sa place entre Sharknado et Megapython contre Gatoroid. Alors certes, on peut se dire que Machete respecte tout de même cette ambiance bâclée et faite à l'arrache. Le premier film avait déjà été réalisé en à peine plus d'un mois, et le deuxième a été réalisé en seulement 29 jours. Le planning était tellement serré que chaque acteur se présentait quelques jours dans la semaine pour tourner l'intégralité de ses scènes avant de céder la place au suivant, ce qui renforce cette sensation étrange que les personnages se croisent jamais dans l'histoire, parce que c'était vraiment le cas. Je vous parlais tout à l'heure de El Caméléon, et ce personnage en réalité il est incarné par 4 acteurs différents. Ce changement il est justifié dans la narration par un changement de peau qui lui permet de rester anonyme. Sauf que si El Caméléonet interagit très brièvement avec Machete sous la forme d'Antonio Banderas, et encore plus brièvement sous celle de Lady Gaga, les deux autres formes sous les traits de Cuba Gooding Jr. et Walton Goggins n'interagissent jamais de près ou de loin avec la trame principale. Ces rôles ne sont qu'une flopée de caméos abusifs dont j'ai l'impression qu'ils servent à rien, sauf à faire apparaître ses meilleurs poteaux à l'écran pour faire plaisir à tout le monde. Mais le plus important, je trouve ce film ennuyeux à mourir. Je suis allé le voir en salle lors de sa sortie parce que j'étais curieux de constater si oui ou non les maladresses de rythme du premier avaient été corrigées. Et vous aurez compris que selon moi la réponse est non. Le film dure quand même 1h45 et quand on se soucie absolument pas de ce qui se passe à l'écran, ça devient long, très très long. Pour être honnête, en débutant ma chronique, je pensais pointer du doigt des éléments précis du film, des défauts visuels, des incohérences scénaristiques, ce genre de conneries. Mais je me suis vite rendu compte que ça n'aurait aucune pertinence pour le film, puisqu'on pourra toujours tout justifier par la volonté assumée de Rodriguez de faire un nanar. Et je pense que le défaut majeur du film vient de son rythme, et ça je peux pas vous le retranscrire avec des extraits, parce que mis à part, chacun peut avoir son petit effet, mais mis bout à bout, ça devient lassant. Machete fonctionnait très bien en bande-annonce, à coups de micro-extraits déjantés qui donnent l'impression d'être piochés aléatoirement dans un film fourre-tout sans aucune cohérence. Mais retranscrit en long métrage, ça revient à étaler le peu de sauce salsa qui nous reste au fond du frigo sur une bien trop grande tortilla. Et avec une machette. Pourtant, je reste curieux de savoir si pour Machete Kills Again in Space, Robert Rodriguez assumera enfin d'exploiter son personnage à fond dans une aventure réellement survoltée et pas aussi paresseuse que dans Machete Kills. Société, une étude réalisée par l'université Paris 1276,47 vient de paraître. Étude selon laquelle on apprend que Franck Ribéry aurait un QI supérieur à la moyenne des Français. L'étude ne dit toujours pas si Franck Ribéry est vraiment très intelligent ou si les Français sont vraiment de gros abrutis.